Allez, on va commencer. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler de nutrition, d'hormones, d'esthétique. Mais c'est promis, on ne va pas vous faire un cours sur les crèmes anti-rides ou sur les solutions miracles que vous retrouvez sur tous les réseaux sociaux ou encore même les belles promesses des packs qui sont tout faits. On va vous parler et surtout Stéphane va vous parler de ce que la peau et notre physique dit en fait du terrain. Et je suis content pour ça d'accueillir Stéphane, ce sportif affûté et clairement et objectivement il fait un peu de mal au moral, à l'état civil. Donc, soit il a trouvé la fontaine de jouvence, soit il optimise juste très bien sa biochimie, et ça va être exactement le sujet de ce soir. Alors, Eh avant de ben, commencer, je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce webinaire sur la page YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sortent parce qu'on en a très régulièrement. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un onglet questions-réponses. Vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. On répondra en fin d'intervention de Stéphane. Alors, Steph, comme je le disais, je te connais, je sais que tu n'es jamais avare dans tes explications, tes partages de connaissances. Alors, je te passe directement la main pour pouvoir commencer tout de suite. merci Cédric, merci à tous de perdre votre temps à m'écouter ce soir. Non, non, vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez apprécier, je vous promets. Alors en gros, la fontaine de jouvence, je suis en train de manger du chocolat et ça me fait vachement bien après mon heure et demie de sport en salle ici où je fais du cardio et de la muscule avec un coach. Ben voilà, donc en gros, le chocolat, je peux puisque je fais du sport. Par contre, le chocolat, pour ceux qui m'écoutent, c'est devant la télé tous les soirs à ne rien faire, vous pouvez pas, vous allez grossir. Voilà, un petit mot d'humour pour commencer. Alors, en gros, faut savoir que ben moi, là-bas, je suis ORL et puis j'ai travaillé en cancéro abordé, j'ai fait la chirurgie sérico-faciale et à un moment donné, comme je suis j'ai un esprit vachement ouvert, j'ai fait l'acupuncture à Paris en même temps et puis j'ai fait des formations en nutrition avec Curté, docteur Curté, CERDEN-ULB, il y a 35 ans. J'ai eu des cours avec David Schreiber, enfin j'ai fait beaucoup de formations et puis j'ai fait de l'hormono avec Thierry Hertog. Puis j'ai fait plein de trucs. Et à un moment donné, j'avais des demandes de mes patients en ORL, donc des patients chirurgicaux, pour des problèmes esthétiques, des nez déviés. Donc je crois que j'ai fait dans ma vie 5 ou 600 rhinoplasties. Pour des paupières, j'ai fait des blépharos. Je n'avais pas fait des masses, j'en ai fait peut-être 150, 200. J'ai fait pas mal de lipofilling, prendre de la graisse dans le corps, la centrifuger, la concentrer, réinjecter dans le visage pour les formes du visage, pour les creux, etc. Donc voilà, donc je fais pas mal de médecine esthétique et depuis 10 mois, maintenant 10 12 mois, je n'opère plus, terminé. Je n'opère plus ni en ORL, ni en cancéro, ni en esthétique, terminé. Parce que la salle d'eau où je m'étais réfugié depuis 5 ans a été revendue, le bâtiment a été revendu. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, quand j'ai refusé le vaccin Covid, on m'a dit dans les hôpitaux où j'opérais, eh bien, si tu refuses le vaccin Covid, tu n'opéreras plus. Et j'ai dit, eh bien, je préfère être vivant que piqué. Et j'ai bien fait au vu de tout ce que je vois autour de moi. Alors, j'en viens à l'esthétique. Alors, je vois quand même beaucoup de femmes viennent me voir, évidemment, des hommes également. C'est de plus en plus d'hommes, je dirais, mais c'est quand même 2 tiers femmes, 1 tiers hommes pour des botox, pour des fillers, donc faut redonner du volume au visage, au niveau des lèvres, etc. etc. Et aussi, ces gens-là ont des problèmes de peau. Et je vois parfois dépenser des fortunes pour des crèmes qui coûtent la peau, je veux dire, j'ai pas la peau des fesses, je dirais, et qui ont juste un effet bêtement un peu hydratant. Or, je vais vous le montrer, la peau, parce que j'ai commencé par la peau, je vais faire le reste après. La peau, il faut bien plus que de la crème pour qu'elle soit en bonne santé, mais il faut énormément plus que de la crème. Alors ça, c'est les bouquins auxquels j'ai participé, plus ou moins, en tant qu'auteur, préface ou autre. Et il faut savoir que mes diapos, vous allez voir mes diapos, j'ose le dire, elles sont géniales, elles sont super. C'est grâce à Françoise. Et Françoise, c'est une amie, je dirais, depuis 62 ans, puisque je suis allé la voir à la maternité à Namur, à Sainte-Élisabeth, quand elle est née. Et j'avais à l'époque 2 ans. Et elle avait zéro jour, un jour. Donc on se connaît depuis très longtemps. Et c'est elle qui a le génie d'interpréter mes idées un peu folles, donc scientifiques, de les mettre en forme de diapos. Alors, encore en esthétique, mais j'ai quand même fait Avant que tu ne commences, Dis-moi, pardon, dis-moi tout. avant que tu ne commences, Stéphane, je vais juste régler deux, trois petites misères que certaines personnes ont. Alors, si vous ne voyez Et pas, vas-y. si vous ne voyez pas Stéphane, c'est simplement sur le haut, vous avez un petit encart affiché. Là, vous allez pouvoir tripoter et voir si vous voyez Stéphane ou son webinaire ou les deux en même temps. Là, vous pourrez y aller. Pour le son, si vous avez un son faible, appuyez sur le petit bouton plus qui se trouve quelque part sur votre ordinateur et ça devrait aller, puisque ça va pour la plupart des gens, c'est bon. Voilà. Je te laisse Ok. continuer. Alors, en gros, j'écris quelques articles dans des revues esthétiques françaises comme prévention de l'agression esthétique du visage. J'écris ces deux articles il y a une dizaine d'années. Également, ici, j'avais fait un petit article pour Elle Magazine sur la comparaison du TA65
afin de préserver les télomères et comparer la DHA. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs. En gros, ces deux dames ont le même âge. Elles ont 50 et 60 ans. Vous voyez qu'une différence entre les deux, eh bien, je peux vous jurer que la différence, c'est purement Fan, je vais à hormonal. nouveau te couper. Je vais à Oui, nouveau te dis-moi. couper, mais tes slides ne passent pas. Je suis toujours sur tes livres. Ah bon? C'est important. Alors, je ressors. Là, Oui, tu vois la slide? voilà. Là, je vois les slides. Et là, je vois ta cousine. Je Ça, c'est vois François. Françoise, pardon. Ça, c'est les articles que j'ai écrits dans le passé. Et ça, c'est deux dames qui ont le même âge, mais qui n'ont pas le même aspect. Est-ce que ça passe, ça? Voilà. Ok. C'est parfait, Matt. Donc, tu me dis, ça passe pas, hein. Et donc, ces deux dames, et je vous jure, c'est pas une caricature qui est à l'écran, c'est ce que je vois tous les jours. Elles ont le même âge, mais pas le même aspect. Et en gros, je vais dire, alors, je vais dire un truc rigolo, mais il faut pas le prendre mal. À gauche, c'est une Belge, à droite, c'est une Française. Alors, quel est le problème? C'est que la ménopause, la préménopause commence à 35-40 ans. Et souvent, beaucoup de patientes obliques sont prises en charge hormonalement, en France pas. Et donc, je suis noyé sous les demandes de prise en charge hormonale de la ménopause ou l'andropause, ce que beaucoup, peu de médecins, trop peu de médecins font en France. Alors, ce n'est pas de leur faute, mes collègues, c'est de la faute de l'Ordre des médecins français, qui est une calamité, et de la haute autorité de la santé française, qui est une deuxième calamité. Et ça fout en l'air la médecine en France. La médecine en France, malheureusement, est en train, à cause de ces deux institutions, en train de se déglinguer alors qu'il y aurait des possibilités géniales. Est-ce que la... Alors, est-ce que... Voilà. Là, on est toujours sur tes deux dames. Et là, ça passe pas? Bon, Non, c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre. Enfin, bon, soit. Ça va? voilà. Ok. Alors, il faut savoir que les hormones dont je vais parler plus tard, pas tout de suite, dans le milieu de ma conférence, elles ont un impact certain au niveau de la qualité de la peau, au niveau de la masse osseuse, la masse musculaire et au niveau également de l'état de santé. Et je parlerai de la thyroïde, de la progestérone, des oestrogènes, du cortisol, de la DHA, de la testo, de l'hormone de croissance, etc. C'est vrai qu'il y a un problème technique, je sais pas ce que c'est. Ça, tu vois? Oui, c'est bon. Ça Non, passe ou pas? non, on est toujours sur la même dia. C'est dingue. Bon, alors je vais la passer comme ça. Là, c'est Et bon? alors, il semblerait aussi que Oui. ton son soit assez faible. Est-ce que tu peux Bon, voir au niveau de ton alors micro, je la m'approche, petite... je m'approche euh, de l'écran. Ouais, de mon côté, c'est bon, mais apparemment, j'ai plusieurs personnes qui me disent que ton son est faible. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Tu m'entends? Oui, ouais. Ok. Et donc, il faut savoir que la baisse hormonale donc, qui intervient, qui arrive des 30-35 ans, est très impactante au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'esthétique, de la masse osseuse, musculaire, etc. Et je vais en parler plus tard. Donc, en gros, on peut dire qu'en cas, les baisses hormonales peuvent créer un surpoids, un relâchement de la peau, une disparition des muscles qu'on appelle la sarcopénie, peuvent donner des cheveux fins et cassants, une perte de libido qui peut être totale, déjà parfois précocement, des fuites urinaires, hein, la pauvre dame, elle n'ose plus tousser, elle n'ose plus rire parce qu'elle fait pipi dans sa culotte. Et donc, il faut absolument prendre en charge selon des dosages sanguins, des dosages urinaires, des dosages également, et selon la clinique, les symptômes. Ça va, ça passe? C'est bon? Cédric, c'est bon? Oui, ça C'est passe bon. là. Oui, Ok, ça ça passe. va, ok, ça va, voilà. On ne vieillit pas parce que la peau lâche, mais parce que le corps ne produit plus assez, on ne n'utilise plus assez les hormones, parce que les mitochondries, qui sont la source énergique des cellules, dysfonctionnent, mais également l'adage dire manger de tout, un peu de tout, et tout ira bien, c'est complètement obsolète, on sait depuis très longtemps. Bon, alors je vais rester. Alors, ça c'est bon, tu le vois? Non, Oui. attends, Non, on ok. reste sur la même. On reste là-dessus. Voilà. Et donc, les hormones ont des impacts à tout niveau, ça j'en ai déjà parlé. Alors ces trois dames, elles sont très jolies et malheureusement en esthétique, il y a parfois des catastrophes et j'en vois pas mal. Ce sont des patientes qui viennent et qui ont eu des soins esthétiques et malheureusement on a exagéré. Ça veut dire qu'on a fait trop. Et ces trois dames, elles pourraient, à cause de soins esthétiques disons, à mauvais escient, elles pourraient devenir, voilà, j'y arrive, comme ceci. Et je vous jure, c'est pas une vue d'esprit. Quand je vois certaines vedettes à la télé, elles ont un peu cette tête-là. Euh, la- alors, l'esthétique de la peau, c'est une approche globale. Le global, c'est dire qu'il faut prendre en charge le microbiote intestinal. Une fois sur deux, quand on a une dysbiose, on a des problèmes de peau, que ce soit de l'acné, que ce soit du psoriasis, que ce soit des problèmes d'eczéma, surtout quand on est parasité d'ailleurs. Également, il faut un bon sommeil, faut une gestion efficace du stress, enfin, il faut plein de trucs que nous, en tant que thérapeutes, médecins ou non médecins, on sait traiter.
Le microbiote de la peau est très important. C'est que notre peau n'est pas stérile. Il y a des milliards de bactéries dessus. Et lorsqu'on les agresse de trop, par exemple en désinfectant trop la peau, en savonnant trop la peau, eh bien, on peut avoir des problèmes cutanés parce que le film lipidique de la peau disparaît. Donc, il ne faut pas trop agresser la peau. Donc, parfois, un lavage à l'eau claire peut être suffisant quand la peau est très sensible. Euh, alors, le pH, l'acidité de la peau est très importante également. Et par exemple, le savon de Marseille a une réputation d'être naturel, d'être bien, mais le savon de Marseille, malheureusement, il est donc il est trop basique, trop agressif pour la peau. Il a un pH de 10, ce qui est très mauvais pour la peau. Donc, c'est pas un excellent. Vous savez que dans la peau, il y a plusieurs couches. Il y a l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Et malheureusement, avec l'âge, on se rend compte que en fait, le derme se déshabite. Donc, c'est un peu comme si vous voyez les structures de la maison, mais tout a disparu. Et ces piliers, en fait, qui font que le derme, l'hypoderme est en bon état, c'est le collagène, c'est l'élastine, c'est l'acide hyaluronique également qu'on utilise énormément en esthétique, puisqu'on en injecte sous la peau sans réaction d'allergie. Alors, moi, j'ai commencé il y a une quarantaine d'années avec du collagène. J'étais allé à Paris apprendre les techniques d'injection chez un dermato qui s'appelle le docteur Galopin à Paris. Et c'était lui un des gars qui faisait le plus de collagène. Malheureusement, dans 5 à 10% des cas, on avait des réactions allergiques et donc on devait faire des tests d'allergie avant de l'injecter. Maintenant, avec l'acide hyaluronique, on n'a plus ça, il n'y a plus aucune allergie. Et avec l'âge, malheureusement, toutes ces molécules, collagène et l'acide hyaluronique, elles disparaissent, elles ne sont plus synthétisées. Et le fait d'injecter parfois de l'acide hyaluronique ou bien de l'hydroxyapatite sous la peau, c'est un biostimulant, ça fait que les cellules repartent et se remettent à sécréter ces substances naturelles. Et donc, on peut avoir également un vieillissement accéléré de la peau à cause d'une oxydation, à cause de toxiques qui s'annulent dans la peau. Et moi, je trouve l'image ici assez belle d'ailleurs. Euh, Merci Françoise pour ces belles photos. Est-ce que ça passe Oui, 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 oui. ok, bon, alors, la peau est agressée par les UV, par le tabac, la pollution. On voit d'ailleurs les fumeurs, bien une peau grise, vraiment complètement oxydée. Également, la peau est agressée par faute d'hormones. On voit les personnes en manque de DHA qui ont une peau très fripée. Ils ont 10, 20 ans de plus extérieurement. Et donc, il faut régénérer tout ça. Il y a des techniques. Ça passe? Oui. Non, ça ne passe pas. Ok, voilà. Tu vas devoir Alors, revenir à chaque fois. Ouais. voilà, je suis désolé. Ouais. Donc, c'est pas bon pour ça. Ok. Et donc, là, il faut une alimentation optimale. On sait tous y faire, tous ceux qui m'écoutent. Il faut corriger les déficits en micronutrition. On sait tous y faire. Et également, il faut un équilibre hormonal optimal. Et ça, malheureusement, il y a trop peu d'hormonologues ou de thérapeutes formés en hormonaux. Je pleure pour qu'il y en ait plus et pour que ceux que je forme, il y a des FM et autres, pour qu'ils soient plus actifs. Ici, c'est une patiente qui fait un petit témoignage. La pauvre, elle a une drépanocytose, deux maladies du sang. Elle a une thalassémie également. Et elle me dit, écoutez, depuis que je suis venue, j'ai perdu du poids, mes problèmes glycémiques sont résolus. J'ai perdu enfin voilà, elle a appliqué tout ce que je demandais de faire, nutrition, hormonaux et ça. Et donc, évidemment, ça change souvent la vie et les gens sont super contents. Mais l'esthétique n'était pas visée, mais elle estime que voilà, sa peau est nettement améliorée et qu'elle a l'air beaucoup plus jeune depuis. Euh, on connaît tous les antioxydants. Donc, il faut qu'on ait tous suffisamment de vitamine C, E, zinc, sélénium, tout ça, ça demande quand même une biologie pour l'adapter. On peut donner également des multivitamines sans faire de dosage. C'est moins précis, mais c'est déjà pas mal. Les polyphénols, les caroténides, tout ce qui est rouge, jaune, vert, orange, bleu, mauve dans les aliments, c'est excellent pour la santé. Et comme le dit mon collègue docteur Curté, il faut manger très coloré. C'est vachement bon pour la santé. Alors maintenant, on a le problème des mitochondries. Vous savez que les mitochondries transforment les aliments en ATP, en énergie. Or, toutes les cellules du corps, que ce soit même les cellules de la peau, ont besoin d'ATP pour être en bonne santé. Et donc, pour ça, il faut des taux optimaux de cortisol, de T3, de magnésium, fer, zinc. Enfin, il faut une trentaine de substances de coenzyme Q10. Et le coenzyme Q10, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est qu'il se met à se casser la figure dès qu'on a 30-35 ans. Et donc, à un moment donné, il peut être salvateur puisque le Q10 bas fait perdre la masse musculaire et la masse également musculaire du cœur. Et c'est une cause majeure de greffe cardiaque quand le Q10 est bas. Donc, s'il vous plaît, dosez-le et donnez-en dès que ça commence à diminuer. Et souvent, c'est dès 30, 35, 40 ans que le coenzyme Q10 se casse sa figure. Et aujourd'hui, j'ai eu un jeune homme de 20 ans avec un Q10 à 500, donc pire que ma grand-mère qui avait 90 ans. Et donc, un Q10 aussi bas, ça donne d'office des insuffisances cardiaques, ça donne un dysfonctionnement des neurones, ça donne une impossibilité de brûler les graisses quand on fait un effort physique. Et donc, dosez le Q10 et n'hésitez pas à en donner. Le Q10, vous allez faire du bien à vos patients.
Alors également, donc les mitochondries ont besoin pour bien fonctionner de tas de vitamines, de magnésium, etc. etc. Or, les carences susmentionnées sont hyper fréquentes. Alors, point de vue aspect de la peau, quand on peut avoir une peau qui est acnéique, eczémateuse, il faut toujours, quels que soient les problèmes de peau, d'ailleurs, tous les problèmes de peau, il faut toujours penser aux oméga 3, aux oméga 6. Donc, l'oméga 6, c'est la bourrache, le nage. À la vitamine A, c'est le foie de morue, le foie de faitan. Au zinc, et le zinc est impacté dans tous les problèmes de peau, tous. Il intervient toujours dans quelques problèmes de peau que ce soit. Et également le cortisol, la peau s'enflamme, c'est pour ça que les dermatos adorent les crèmes corticoïdes, hein, ils donnent des crèmes corticoïdes pour quasi tout, ce qui n'est pas une bonne idée. Et donc le cortisol, ben, c'est anti-inflammatoire, donc ils vont cacher les problèmes, mais peut-être pas résoudre le problème sous-jacent à la cause du problème de peau. Antioxydants également. Également, il y a des aliments pro-inflammatoires. Par exemple, moi, quand je mange trop de chocolat, je commence à avoir des boutons d'acné qui arrivent. C'est un aliment qui est mauvais pour l'intestin. Et donc, également, on peut aller vers des aliments donc, anti-inflammatoires qui sont le curcuma, le thé vert, les polyphénols. Ça, c'est génial. Et on sait que quand on a une mauvaise flore intestinale, parce qu'on mange de l'avoine, du gluten, des faux sucres, on mastique mal, parce qu'on a une intervention FODMAP et qu'on mange quand même ces FODMAP-là, eh bien, on peut avoir des problèmes également cutanés très, très fréquemment. Euh, et donc, les baisses hormonales ont également donc, un impact au niveau du vieillissement de la peau, les cheveux, baisse de libido, perte osseuse musculaire, ça, on a déjà parlé. Donc, on va voir tout ça en détail. Il y a intérêt à garder jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au cimetière, des taux équilibrés de toutes les hormones, en fait. C'est capital. C'est comme votre bagnole, vous n'allez pas dire, OK, ma bagnole, elle a encore une durée de vie de 5 6 ans, je vais arrêter de mettre de l'eau et de l'huile dedans. Ce sera plus une durée de 5 6 ans que l'avant, mais peut-être de 5 6 mois. Et donc, c'est la même chose pour l'être humain. Le cortisol, les androgènes, DHA, testo et vitamine D3, doivent être équilibrés. Et chez la femme, ça, c'est plus compliqué, puisqu'il faut également qu'il y ait assez d'œstrogène. Et s'il y a des œstrogènes, il faut qu'il y ait assez de progestérone. Donc, dès qu'on touche une hormone, comme le cortisol, il faut que toute la cascade hormonale soit optimalisée. Alors, avec l'âge, évidemment, les changements hormonaux font que nos problèmes, notre stress diffère. Et ici, je parle de l'aldostérone, qui est une hormone qu'on perd avec l'âge. Hein, au début, on pense qu'au sexe qu'on est jeune, et puis on se met à passer à l'argent. Et puis à la fin, on pense qu'elle est à la toilette très souvent. Voilà, petit mot d'humour. Alors, les thérapies hormonales, ça peut être de la phyto. Donc, vraiment, je vous encourage tous à suivre des cours de formation phyto. Et moi, il y a une collègue que j'adore pour ça, elle est balèze, c'est Guénelle Abigail. Vraiment, suivez son cours, c'est génial. Pour les médecins ou les thérapeutes qui veulent aller plus loin, je donne un cours d'hormono-médical, mais il faut avoir fait la première formation pour être très capable de suivre la mienne. Et donc, chaque traitement est personnalisé. Donc, il n'y a pas une règle. On ne peut pas dire, parce que j'ai ce traitement-là, la patiente que je viens de voir, je n'ai la même chose à la patiente qui va suivre et qui a le même âge. Donc, il faut vraiment optimaliser les traitements. Et c'est pas facile. Je peux vous dire que l'hormono, c'est toute une science. Ça ne s'apprend pas en lisant un bouquin ou en suivant 2 jours de cours. Il faut vraiment. Et donc, je donne quelques exemples rapides de problèmes hormonaux. Ici, c'est la cellulite. Voilà, pas mal de femmes attrapent une peau d'orange. Eh bien, ce sont des femmes qui manquent de testostérone parce qu'elles manquent de DHEA. Ou bien le convertissent mal à DHEA en testo. Et alors, l'homme également, il peut avoir des bourrelets un peu comme une femme un peu en embonpoint. Et c'est parce qu'il aromatise trop sa testo. Dans son gras, il y a des aromatases, des enzymes qui transforment les testos en oestrogènes. Donc, ce sont des hommes qui commencent à avoir un corps de femme, en fait. Avec en plus une belle prostate qui grossit. On peut aussi avoir des déficits hormonaux qui font qu'on on a un catabolisme, une destruction musculaire, muscle du visage par exemple, ou osseuse. Et donc ça peut être lié à des manques de certaines hormones, mais aussi à un manque de protéines, à une carence en collagène qu'on peut faire monter par la glycine, la proline, et ça, ou du collagène, et également à une malabsorption des protéines. L'intestin n'arrive pas à capter les acides aminés. Et donc, il y a vraiment des nutriments nécessaires pour maintenir la masse osseuse. Et ces nutriments, c'est silice, magnésium, acides aminés, c'est le zinc et tout ça, mais également, il faut des hormones, sinon on le perd. Ici, c'est un exemple de ce que j'ai très souvent en consultation, des dames qui viennent en esthétique en disant, docteur, mes lèvres, elles sont toutes fripées, il y a le code barre en haut et en bas, elles sont toutes fines, alors qu'avant, j'ai des belles lèvres pulpeuses. Donc, la dame de droite, en bas, ben, j'ai injecté l'acide hyaluronique dans la lèvre, donc en gros, elle est contente, la dame. Mais si la patiente avait traité son manque de DHA dès la trentaine, avait traité son manque d'œstrogène dès 45 ans et avait adapté son mode de croissance, eh bien, elle n'aurait même pas dû venir en esthétique. Elle aurait gardé ses lèvres de petite jeune fille. Voilà. Donc ça, je passe.
Alors, attends, il y a un grand principe également pour garder sa masse osseuse et musculaire, ça s'appelle le no pain, no gain. Donc, en gros, moi ce soir, avant de venir faire ma conférence, j'ai payé un coach 60 euros pour me faire mal. Donc, en gros, Fabrizio, il avait comme mission ce soir, comme hier, de me détruire. C'est-à-dire que le deal, je travaille 1 heure quart avec lui, et si j'ai pas mal mes muscles travailler au moins 3 jours, il va me rembourser ma séance. Jusqu'à présent, le salaud, il s'est toujours arrangé pour ne jamais me rembourser. Et le problème, c'est que je fais la muscule depuis que j'ai 14 ans, donc j'ai pas besoin de lui pour savoir ce que faire, quoi faire. Mais qu'on est tout seul, malheureusement, on fait son petit set, et puis on en a marre, et puis on va boire un verre au bar, puis on se casse. Et avec un coach, l'avantage, c'est que il m'amène des idées que j'avais jamais eues, des exercices que je connaissais pas, il me renouvelle, et quand les muscles, chez les gens depuis 40 ans comme moi, eh bien, un muscle qui me fait pas mal, on le perd d'office. Donc marcher, faire du vélo, du step, c'est très bien. Mais si le muscle n'est pas douloureux dans les jours qui suivent, ça veut dire que on n'a pas fait, on n'a pas au-dessus de ses capacités et on va perdre de la masse musculaire dans le futur. J'ai fait une chouette conférence il n'y a pas longtemps. Il y avait des milliers de personnes sur ce sujet-là. Muscles, santé, hormones. Et c'est la diapo suivante, je l'adore. Il vaut mieux être le plus âgé à la salle de sport que le plus jeune en EHPAD. Alors, histoire vécue, il y a quelques mois, je suis en train de pédaler en salle et puis il pleut dehors. Et moi, quand je pédale, c'est fort. Parce que j'ai fait toute l'école de France en vélo, donc j'ai fait des stages de vélo avec Stéphane Roche et compagnie. Et je suis en train de pédaler lourd. Et puis je regarde le vélo qui m'a à droite et le gars pédale plus lourd que moi. Je regarde sa tête, je me dis ça c'est intéressant. Après, je vais lui parler, il avait 86 ans. Donc, comme quoi, à tout âge, on peut se bouger. Et c'est pas parce qu'on est vieux, entre guillemets, qu'on doit rester devant sa télé tous les soirs. Euh, alors, il faut savoir que le muscle, assez étonnamment, sécrète des hormones qu'on appelle des myokines, sont protectrices. Il y en a une qui s'appelle l'interleukine 15, l'autre de BDF, qui est le facteur de réparation neuronale, et également de l'irisine. Et toutes ces hormones ont un effet favorable au niveau de la masse neuronale. Donc, en gros, si ces hormones manquent parce qu'on manque de muscles, eh bien, on devient un con, on devient idiot, on n'a pas de mémoire et le cerveau s'est détruit. 7 études différentes ces dernières années mettent en évidence qu'on a un risque d'Alzheimer augmenté lorsqu'on perd sa masse musculaire. Donc, si vous voulez éviter Alzheimer, une des choses à faire, c'est de faire du sport et d'avoir une masse musculaire. Et donc, petite phrase marrante, c'est que c'est pas parce qu'on est baraqué qu'on est nécessairement idiot. Au contraire, souvent, les muscles favorisent le fonctionnement du cerveau. Il y a des liens entre les muscles et le cerveau. Voilà. Donc les myokines, les myostatines, il y a des myokines favorables, voilà, comme celle-ci, interleukine 15, BNF et irisine, mais il y a des interleukines qui sont toxiques pour le muscle, qui détruisent le muscle. Ça s'appelle la myostatine, elle détruit le muscle, et donc elle inhibe la croissance musculaire, favorise la résistance. Par contre, la, cette myokine délétère, on peut la faire chuter grâce à l'exercice, à la créate, à la leucine, à la testo et à l'estradiol. On peut la détruire par donc on peut contrecarrer l'effet défavorable de la masse musculaire. Elle est même Mhm. utilisée en muscule pour se doper. Et on peut arriver à des idioties de ce type-là. Et on voit par exemple des animaux dopés à la folistatine. On voit comme ils sont baraqués, mais c'est des muscles non fonctionnels. Donc en gros, ça peut être estimé, considéré comme beau, quoique tous les goûts sont nature, mais c'est des muscles qui servent à rien en fait. Il Et n'a pas demandez pas à ce d'utilité. gars-là, Ouais, ouais. voilà, demandez pas à ce gars-là de courir 10 mètres, il va pas savoir le faire. Et Alors, va t'en mettre une également, chemise. oui, voilà. Alors également, il faut savoir que la perte de masse musculaire, parce qu'on ne fait pas d'exercice, parce qu'on ne traite pas cette déficience en testo, en oestrogène, en DHA ou en hormone de croissance, va augmenter les cancers, les infarcts, également le risque d'Alzheimer. Donc il faut entretenir son masse musculaire pour vieillir en bonne santé. Et donc ici, c'est une étude qui est très belle. Donc en gros, on peut perdre jusqu'à 12 ans de vie, 12 ans de vie, parce qu'on a perdu trop de masse musculaire. Donc c'est pas anodin de perdre des muscles. Également, face au cancer, eh bien, on se rend compte que les gens qui ont perdu une grosse masse musculaire avant d'avoir un cancer, ils ont jusqu'à 35% de chances en moins de guérir du cancer. Donc, c'est pas anodin. Et point de vue infection, donc là, j'ai parlé de la durée de vie, là, j'ai parlé du cancer, là, je parle des infections. Et bien également, quand on perd du muscle, eh bien, on a moins d'immunité, on a plus sur les pieds de mourir d'infections virales, d'infections bactériennes. euh, et on se rend compte également que là, on a intérêt à associer des protéines avec des antioxydants pour avoir une meilleure action. Alors maintenant, avec l'âge, le problème, c'est que beaucoup de personnes, les femmes en premier, les hommes en deuxième, mais eux aussi, ils peuvent avoir de l'ostéopénie puis de l'ostéoporose. Eh bien, il faut savoir que
ce sont les tractions des muscles sur les os qui font que les nutriments rentrent dans l'os. Donc en gros, tout ce qui est zinc, calcium, magnésium, silice, etc., et l'acide aminé branché, le BCA, il rentre dans le muscle si, dans l'os, pardon, si les muscles tirent dessus. C'est les tractions sur le muscle, les contraintes osseuses qui font que l'os est avide de ces substances. Mais pour ça, il faut des ouvriers. Et ces ouvriers qui font rentrer les substances favorables à la masse osseuse sont la DHEA, la testo, l'hormone D, puisque la vitamine D n'est plus une vitamine, une hormone, l'œstrogène, progestérone. Vous savez qu'il y a des molécules, des enzymes, enfin des cellules qui font de l'os, c'est les ostéoblastes, et cellules qui détruisent l'os, ce sont des ostéoclastes, il faut un équilibre entre les deux. Eh bien, les oestrogènes stimulent les blastes, les progestérone inhibent les clastes. Donc, il faut les deux, toujours traitement œstroprogestatif pour avoir gardé sa masse osseuse. Et on se rend compte que, également, j'ai eu un cas extraordinaire cette semaine. C'est une collègue, nutritionniste très connue en Belgique, qui m'envoie un patient, 34 ans, donc, qui vit dans le sud de l'Espagne. Et le problème est l'anostoporose carabinée à 34 ans. Et donc, cette collègue fait une mise au point biologique. Et ce gars a une testo un peu basse, il est à 5000, il devrait être au-dessus de 1000 vu son poids sa taille, mais surtout, il a un œstradiol, un oestrogène, hormone féminine, qui est à 6. Or, il faut savoir que l'estrogène doit être chez un homme entre, je dirais, 15 à 35, entre 20 et 35. Eh bien, il faut savoir que l'effet anti-ostéoporose de la testo, c'est via la transformation de la testo en oestrogène. Et donc, si on coupe trop l'aromatisation par de la phyto ou bien par des molécules allopathiques de type arimidex, eh bien, on peut créer une ostéoporose chez nos patients. Ça, il faut le savoir. Mais aussi, un homme qui n'a pas d'œstrogène, il n'a plus de libido et il est infertile et il devient ostéoporotique. Et donc, il faut que les hormones, de nouveau, œstrogène, progestérone, hormones de croissance, il faut également que le Q10, et la B3 ou dérivé de B3 soient optimaux. Donc, il y a deux vitamines qui sont le Q10 et dérivés donc de B3 qui doivent être là à des taux suffisants avec les hormones que pour qu'on garde sa masse donc, osseuse et musculaire. osseuse. Donc, c'est pas des nouveautés, ça, hein, c'était pas connu il y a quelques années. Alors, de nouveau, comment est-ce qu'on peut amener des briques à nos muscles? Ben, c'est en mangeant des protéines. Alors, on peut manger des protéines végétales, évidemment, des protéines animales, évidemment. Et je crois qu'il y a un balancier qui est en retour pour l'instant. On en revient à préconiser des protéines animales, à juste titre, puisqu'elles sont de meilleure qualité que les protéines végétales. Et, euh, et le spectre est plus complet dans la viande, le poisson, les œufs, etc. Mais des protéines à chaque repas, mais il faut faire ça intelligemment. Des protes beaucoup, beaucoup le matin, beaucoup le midi et moins le soir. Parce que des protes prises le soir peuvent empêcher de dormir. Alors maintenant, il y a des gens qui disent, écoutez, je suis trop gros, j'ai devenir végétarien. J'en vois. Et il faut savoir que, par exemple, si on prend un patient de 60 kilos, alors une patiente de 60 kilos, elle devrait avoir au moins, je dirais, 80-90 grammes de protéines par jour, à répartir sur les trois repas. Eh bien, 90 grammes de protéines, c'est trois steaks. Et c'est 180 calories. Ok. Maintenant, si la patiente devient végétarienne, elle va manger du riz, des haricots, etc. Et le même côté de calories, c'est 635 calories. Vous comprenez pourquoi les vaches, c'est végétarien, mais c'est vachement Mhm. gros. Donc en gros, croire qu'on va avoir un poids normal ou maigrir en mangeant du végétal, c'est faux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de végétal, mais il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de glucides là-dedans. Alors ici, c'est une étude qui montrait justement que la prise de prot, c'était bien, mais il fallait également un bon statut antioxydant, ça marchait mieux au niveau de la masse musculaire. Alors là, donc on compte qu'il faut 1,2, 1,5 g par jour de prot. Les bodybuilders montent parfois jusqu'à 2, 2,5, voire plus, mais la plus grosse partie de ces protes filent dans les toilettes. C'est pour ça qu'ils font euh, des gaz malodorants, puisque ils font de la putréfaction, hein, et donc dans ces protes, bien évidemment, on a des briques acides aminés qui servent à plein de trucs, tryptophane, la thyroïde, mais aussi les branchés qui font du muscle. On peut aussi avoir comme complément de l'HMB, hydroxyméthylbutyrate, qui est un dérivé de la leucine, du whey hydrolysé, des protéines végétales, pois, moringa, soja, etc. Et c'est au Donc, moi, le whey, je m'en méfie terriblement. Terriblement parce que, en fait, j'ai souvent des patients, et Chris Boyer est d'accord avec moi, avec le whey de base, on a souvent des patients qui ont des SIBO, mais extraordinaires, et on n'arrive pas à les traiter. Et donc, le whey, je m'en méfie. Le whey hydrolysé, ok. Euh, voilà, mais j'ai tendance à prescrire, enfin, je parle avec le patient, voir ce qu'il veut, mais des protéines végétales plus que du whey actuellement. Ça a Euh, quand même été une grande mode dans les salles, ça a quand même été une grande mode dans les salles de musculation où Exactement. on en donnait, mais vraiment en quantité phénoménale.
Je me souviens, moi, les premières protéines que j'achetais, je devais les acheter en pharmacie et après, on les Ouais, trouvait quelques années après, on les trouvait ouais, tout en salle et des grands pots avec peu de poudre dedans et principalement du sucre, en fait. ouais, ouais, tout à fait. Et alors, ce qui se passe, c'est que les bodybuilders, donc, que moi je fréquente depuis toujours, parce que j'ai dans des salles de musculation, Mm. ça fait partie de mes sports, mais ils croient qu'en mangeant 5 fois des prods par jour, ils vont prendre du muscle. Et ils ne se rendent pas compte que la moitié de leurs prods filent dans les toilettes et elles ne servent à rien. Voilà. Mm. Et donc, en gros, pour avoir du muscle et le garder toute sa vie, dès la quarantaine, dès 40-45 ans, il y a un gros problème, c'est que si on ne résulte pas tout ce que je mets sur la diapo ici, on perd sa masse musculaire d'office. Donc, en gros, le premier truc, c'est no pain, no gain. Donc, en gros, marcher, faire du vélo, c'est très bien, mais problème, il faut également soulever de la fonte. Alors, ça veut dire quoi? Que soulever de la fonte, il n'y a rien de plus qu'on monte, hein. Je trouve ça d'une idiotie complète. Pourtant, je le fais au moins 3 4 fois par semaine. Et en fait, en effet, moi j'adore pédaler, j'adore courir, j'adore faire des trucs comme ça, ramer, mais malheureusement, il faut faire travailler également le haut du corps, les pectoraux, les dorsaux, les bras, parce qu'on peut avoir des patients qui sont très musclés au niveau des jambes, mais ils sont sarcopéniques dans le haut du corps. Et le prototype, c'est courir en longue distance, courir à pied. Et également, il faut un bon taux de vitamine D au-dessus de 80 nanogrammes, bon taux de B3, bon taux de coenzyme Q10, je dirais au-dessus de 1500-2000, bon taux de DHA, testo, exercice, l'exercice et œstrogène. Et on peut également leur donner des suppléments protéiques type BCA ou de type donc qui sont Mhm. le isoleucine-valine, voire du HMB, voire des protes. Donc en gros, c'est selon ce que le patient désire. Sans effort musculaire, douleur musculaire, aucune possibilité de prendre ou de garder sa masse musculaire. Il faut le faire, comme le disait Bruno Lacroix, intelligemment. En effet, à partir d'un certain âge, le cardio, ça devient beaucoup moins sympa ou bien beaucoup moins sain que la muscu. Donc, dès que vous arrivez à des 45, 50, 60 ans, ben, il ne s'agit plus de courir 3 marathons par semaine. Il faut peut-être faire un peu plus Mhm. de muscu ou de sport de ce type-là. Alors, ça va? Ok. Alors, on va parler Ouais. hormones ici. Alors, l'hormone que j'aime bien, ben, c'est l'hormone D. Alors, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Le bouquin, donc, il est ici. Il a été censuré en 2020, enfin 2020, parce que j'avais osé mettre sur la couverture Covid et vitamine D, c'est la deuxième édition. En effet, j'avais pris 25 études qui montraient en 2020 qu'il y avait bien plus de morts ou de patients intubés aux soins intensifs lorsqu'ils avaient une vitamine D qui était basse. C'était interdit de dire ce truc. Comme c'était interdit, j'avais écrit un article sur le zinc et la mortalité Covid, c'était censuré, on ne pouvait pas écrire ça. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, tous les complotistes comme moi, ils avaient entièrement raison, surtout. Donc c'était des prévisionnistes en fait. Et alors, et Mhm. donc, de nouveau, la masse musculaire osseuse dépend des branchés, du magnésium, des nutriments, mais aussi des hormones, hein. C'est ce qu'on voit sur la petite brouette en noir ici. Voilà, le bouquin ici, voilà, donc vous le trouverez chez Medicatrix. Alors, en gros, beaucoup de médecins, je le vois dans tous les jours, croient encore que le vitamine D doit être au-dessus de 30, 20 ou 30. C'est faux, elle doit être au-dessus de 80. Et je veux dire, si votre patient a déjà eu un cancer, elle doit être au-dessus probablement de 140. Et s'il y a déjà une maladie auto-immune présente, type Hashimoto, ou autre, elle devrait être au-dessus de 120. Donc, or, dans mon bouquin, quand je l'ai publié il y a 6 ans, avec Ludwig Jacob, qui est un collègue allemand, eh bien, on m'avait critiqué parce que je savais dans le bouquin qu'il fallait une vitamine au-dessus de 80, mais non, des publications américaines montrent qu'on devrait être plutôt au-dessus de 120, voire 140 en cas de cancer ou de maladie préexistante. Mhm. Et en gros, dans les patients, j'en ai très très souvent qui sont en moins de 20. J'en ai encore une qui était à 11 hier, 11 en vitamine D. Et j'ai écrit au médecin traitant que c'était scandaleux en 2020 de laisser un patient avec une vitamine D à 20. Donc de nouveau, je vais me faire convoquer à l'ordre de médecin parce que j'ai pas été gentil avec mon collègue, mais je m'en fous. C'est comme ça. Voilà. Et en moins de 80 nanogrammes par millilitre, malheureusement, on a une dysfonction musculaire, une faiblesse musculaire et un catabolisme musculaire. Donc, vitamine D doit être au-dessus de 80 pour garder la masse musculaire. Mais également, on a jusqu'à 20 fois plus de risque de diabète type 1, type 2 maladie auto-immune lorsqu'elle est à moins de 80. Donc, elle doit être au-dessus de 80. Retenez ça tout court. Et il faut savoir qu'on a une synergie entre la vitamine D et la DHA, la testo, pour la santé osseuse, la masse musculaire et l'immunité également. L'immunité, c'est des défenses contre les cancers, contre les infections. Alors ici, je referme ceci. Alors, une autre hormone intéressante, c'est la DHA. Je vais commencer par les hommes. Attends, si tu veux bien, Steph, pendant que tu es sur la Oui, vitamine D, oui, donc dis-moi. tu parles souvent également de la vitamine K avec, Oui, et toujours. on a Sophie qui nous demande ce que tu penses de la vitamine K2, K4, plutôt que le MK7.
Écoute, j'ai pas de, alors j'ai écrit un bouquin là-dessus, mais j'ai pas d'avis tranché, je dirais. Je crois que c'est vraiment, c'est couper les cheveux en 8. Donc, voilà. Donc maintenant, on parle de la MK6, la MK7, la MK4, mais il faut des doses qui sont beaucoup plus importantes. Je crois que, en tout cas, retenez, mettez de la K2 avec la vitamine D, point. Au moins 100 Mhm, microgrammes, 7 à 300, 400, 500. Alors, si votre patient a des calcifications artérielles, a des calculs au niveau de la vessie, des reins, de ça, ben, montez la vitamine K à 400-500 microgrammes par jour. Et bon, il n'y a aucun surdosage en K2, aucun. Si sous anticoagulant, vous pouvez donner la vitamine K2, il n'y a aucun problème. C'est la K1 qui crée des problèmes. Voilà. mhm. Et donc chez Nutrilogix, parce que quelqu'un pose la question et après je te Ouais, laisse continuer. Chez Nutrilogix, on a plusieurs types de vitamine D ouais, en 2008, en 3008, en 808 également, et on l'a avec la vitamine K qui est la MK7. Voilà, ouais, c'est comme ça. ça j'ai Moi, je répondu prescris à la que de la question. K2D3, que de la K2D3 et de l'ADE4 chez Nutrilogix, c'est-à-dire qu'elles sont dosées à 3000 en vitamine D, et en moyenne, mes patients Mhm, en prennent entre 3 4 par jour pour un adulte. Donc, ça fait entre 9 et 12 unités par jour. Et la protection de la K2 empêche qu'il y ait des surdosages délétères pour la qualification des tissus mous. Voilà, voilà. Alors ici, bon, photo marrante qui va suivre, accrochez-vous. La DHA, est-ce que c'est important? Vous savez, j'entends encore des collègues maintenant, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui me disaient que la DHA, ils la dosaient pas parce que ça ne servait à rien. Et donc, évidemment, déjà il y a 20 ans, je répondais à ces collègues-là que le bon Dieu nous avait mis ça dans le sang juste à titre décoratif parce qu'il avait un peu de place, il ne savait pas quoi y mettre. Et donc, voilà. Alors la DHA chez l'homme, je vous montre deux hommes qui ont deux taux de DHA différents. Vous allez voir, les deux gars, ils sont différents. Voilà, celui de droite est une bonne DHA, celui de gauche est une DHA qui est basse. Non, c'est de l'humour parce qu'à droite c'est moi, mais c'est de l'humour. Mais en fait, on a sur le côté gauche tout ce qui arrive quand une DHA est basse, on s'atrophie en fait. On s'atrophie, on vieillit vite, on a la peau qui se fripe, la peau qui s'affine, on perd la masse musculaire, un moral bas. Enfin, il y a plein de choses qui sont pour lesquelles elle est impactante. Ce monsieur-là également, non seulement il fume, donc il se détruit la peau, mais également il a une vitamine, une DHA très basse. Et je dirais d'un point de vue esthétique, eh bien, perte de masse osseuse musculaire, gain de masse grasse, et c'est le pneu autour du ventre, le pneu, la bouée, tout ce que vous voulez, qui commence souvent chez parfois des 25 30 ans maintenant, qui ont déjà un manque de DHEA. Alors, quand j'ai fait cette diapo, il y a 25 000 publications. C'était il y a une quinzaine d'années, donc maintenant, il y en a encore beaucoup plus. Alors, je vais vous parler d'une autre hormone, pardon, hop, ici, voilà. C'est la DHEA chez la femme. Alors, comme vous le savez, comme j'ai déjà dit, la femme n'a pas de testicules, hein, comme quoi il y a des différences hommes-femmes, quoi que certains en disent. Et sa testostérone à la dame, elle vient de sa DHEA. Moi, j'ai des œstrogènes, a priori, je crois que j'ai pas d'ovaires, et mes œstrogènes viennent de ma testoparomotisation. Et donc, il y a un lien DHEA-testo chez la femme. Sharon Stone, avec et sans sa DHEA, je la préfère nettement avec. Alors, je sais qu'elle en prend parce que je connais un collègue qui la suit. Et donc, en gros, il faut savoir que garder une bonne DHA toute sa vie en prenant, eh bien, c'est beaucoup moins de cancer du sein. Elle est protectrice pour le cancer du sein et elle inhibe la prolifération des cellules cancéreuses au niveau du sein. Il y a encore des médecins qui actuellement osent dire pas de DHA sur une femme qui a un cancer du sein et qui en a eu un parce que ça pouvait en créer. C'est un mensonge et une ignorance de la science. Alors, carence en testo, DHA et en testo chez la femme, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un peu tout ce que j'ai cité. On devient gras, on attrape la cellulite, les cheveux sont plats et secs. Enfin, il y a plein de choses qui se déglinguent lorsqu'on ne traite pas la déficience. Et je signale mhm, que la DHA, c'est une hormone, pro-hormone, et qu'un non-médecin peut la prescrire. Il y a des sites de vente pour cette pro-hormone. Donc, elle provient en fait du ginseng jaune. Et donc, ça se vend sous le nom de ginseng jaune, mais c'est de la DHA. mhm, Également, quand on manque de DHA, plusieurs risques de cancer du sein, beaucoup plus de dépression, perte de libido, donc c'est très impactant. La DHA devient testo, et quand on manque de testo, ben on est comme la dame de gauche, et quand on donne la DHA ou la testo à cette dame, elle devient comme les deux dames de droite à la fois. Alors, ça, c'est une image typique de femme qui manque de testostérone, elle a de la cellulite peau d'orange. Et j'en ai une aujourd'hui en consultation qui m'a dit, écoutez, depuis que je prends cette testo en 1% en local sur ma cellulite, elle a virtuellement tout à fait disparu en 2 mois. Et donc, on peut récupérer une cellulite comme ça, aller vers la jambe de droite, mais ça doit être pris en traitement tout de suite. Si on attend 2 3 ans, c'est foutu. Donc, une nouvelle cellulite peut disparaître avec la testo en gel. Alors, je vais montrer la photo suivante, est vraiment spectaculaire. C'est une de mes patientes qui a décidé, à l'âge de 45 ans, de faire des concours de body. Et vous allez voir, et son copain en faisait déjà, et il est aussi patient chez moi. Et vous allez voir comment en 10 mois, elle a changé.
elle est passée de gauche à droite. En 10 mois. Chrono. Et c'est pas un trucage, c'est pas Photoshop, et je la connais en salle de sport. Et alors évidemment, elle a mis le paquet, hein. Elle allait faire de la muscule 3 heures par jour, mais elle voulait faire un concours de body. Elle est parvenue. Et Elle a donc en bien gros, bronzé. elle a bien bronzé, oui, ça c'est clair. Mais donc en gros, il n'y a pas que la muscule, évidemment, elle mange parfaitement Mhm. bien. Point de vue hormonal, elle était bien équilibrée. Bon, maintenant, je sais qu'à côté de ce que je donnais, elle avait des écarts hormonaux dont je ne veux pas connaître l'origine et la nature. Mais comme quoi, quand on veut, on peut. Ça, c'est les publications qui montrent l'impact de la DHEA, la testo basse chez la femme. Alors, la testo chez l'homme. Alors, diapo suivante, je l'adore, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, il y a 2 3 mois. À cause de gars comme ça, on va bientôt finir par être pensionné à l'âge de 80 ans. Donc, en gros, c'est vraiment des trucs. Dans les salles de sport, je vois des gars qui ont 10 80 ans. C'est spectaculaire. Je ne dis pas qu'ils sont comme lui, hein. Je sais pas si c'est un montage, mais voilà, donc il ne faut pas se laisser aller parce qu'on prend de l'âge. Et ça, c'est un neurologue belge, le docteur Deblette, qui est décédé maintenant, qui avait mis le doigt sur ce problème de déficience androgénique lié à l'âge, le DALA, en disant qu'un homme qui manquait de testo et de DHA, ben, il devenait comme l'homme en jaune. Il a raison, il avait raison. Alors ici, je vous lis parce que je sais pas, est-ce que c'est lisible, Cédric? C'est lisible. Oui, de mon côté, c'est lisible. Voilà, donc en gros, lisez, je vous laisse 10 secondes pour lire ça. La première phrase, elle est vers le haut, puis ça descend. Donc c'est un patient qui me pose une question par mail. Et donc il me Mhm. demande s'il doit continuer sa testo, si sa prescription est terminée. Et puis je lui demande, est-ce que vous avez fait une prière à Allah ou mon Dieu pour avoir de nouveaux testicules? Et si oui, est-ce que c'était fait? Sinon, il faut continuer. Et il me dit, écoute, j'ai pas fait de prière à Allah, envoyez-moi les prescriptions s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour dire qu'un traitement hormonal, c'est jusqu'à la tombe. On n'arrête pas parce qu'on le prend depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans. Sauf si on croit au bon Dieu, à Allah ou trèfle à 4 feuilles, qu'on a une greffe de nouveaux testicules, de nouveaux ovaires, mais bien qu'il y en ait certains qui disent ça marche, je n'ai pas encore vu avec succès jusqu'à présent. Et donc, ne pas prendre en charge la baisse de testo à l'âge, donc l'andropause qui commence vers 35 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, troubles cardiaques, AVC, infarct, augmenté, bouffées de chaleur. Moi, j'ai des patients qui ont des bouffées de chaleur comme des femmes ménopausées. Également, troubles de l'érection, troubles de la libido. Également, la prostate est très impactée par le manque de testo. La prostate a besoin de testo pour être en bonne santé. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas les petits jeunes pleins de testo qui ont des cancers de la prostate, mais c'est plutôt les papis de 45, 50, 60 ans non traités pendant l'andropause qui ont des cancers de la prostate. Mais les choses sont en train de changer, puisque je le dis depuis 1 an et demi. J'ai eu récemment, depuis 2 ans, j'ai eu 2 cancers de la prostate chez 2 jeunes de 18 ans et ils ont été piqués 3 fois, vaccin Covid. Mais c'est le hasard, hein, on est bien d'accord. C'est un truc qui arrive depuis toujours, sauf que je n'avais jamais vu avant eux. Voilà. Des cancers de la prostate chez des jeunes ados. Donc, de nouveau, la belle Ferrari, l'homme belle Ferrari, hein, il peut avoir des bouffées de chaleur comme une dame si il a une testo qui est basse. Alors ici, c'est des photos de gens connus qui avaient une bonne testo, qui n'ont pas traité leur andropause. De nouveau, c'est pas systématique. Il y a des hommes androposés qui restent minces et musclés, mais voilà, on peut avoir des cas comme ceci. Actuellement, on voit des adolescents qui ont cet aspect-là, et ce sont des adolescents qui sont pollués par ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui ont des effets œstrogènes-like. Donc en gros, ces jeunes ont des gros seins, ils ont des prostates comme des ballons de football, ils n'ont pas d'érection, ils n'ont pas de libido. Enfin, voilà, c'est catastrophique ce qu'on voit depuis quelques années. Les deux gars ici, il y en a un chez qui la testo a baissé tout doucement et l'autre, elle a baissé beaucoup plus vite. Ils n'ont pas le même physique. Donc en gros, celui en jaune, on aurait pu l'aider en le traitant, en comblant le déficit de ses testicules. On ne l'a pas fait. Ici, Popeye, il a une bonne testo. Il fait de la muscule, Popeye, donc très bien. Mais Popeye, il peut transformer sa testo en œstrogène, en œstradiol. Ça s'appelle aromatiser. Et à ce moment-là, Popeye va avoir des seins, prostate. Il va avoir beaucoup de soucis. Et donc, on peut couper cette aromatisation, soit en allopathie, comme la nastrazole ou Carimidex, mais on peut aussi le couper par la chrysine, par la naringine, vaginistine, enfin, palmiénin, prunier d'Afrique. Donc, il y a plein de substances phyto qui sont efficaces pour couper cette aromatisation. Elle peut être génétique, mais elle peut être liée, quand les hommes trop gras aromatisent plus, mais également le zinc et la progestérone. Alors personnellement, je suis sous progestérone 100 mg tous les soirs. Certains hommes ont besoin de progestérone parce qu'ils aromatisent. Et le zinc est un anti-aromatase génial. Maintenant, la testo peut être détruite également en dihydrotestostérone. C'est une testo qui est 10 fois, 20 fois plus efficace.
Et j'ai eu hier un patient qui a une testo géniale. Il avait pas d'érection, pas de libido, bouffé, il avait tout. Et il avait une dihydrotesto qu'on dose par l'androstenediol qui était trop basse. Donc en fait, s'il y a une mauvaise conversion de testo en dihydrotesto, c'est la 5-alpha réductase qui ne fonctionne pas bien, on peut avoir des problèmes de santé. Mais en général, c'est trop. Le 5-alpha réductase fonctionne de trop. Et on a ce qu'on appelle l'alopécie androgénique. Ce sont des hommes qui perdent leurs cheveux très très vite à cause d'un excès d'hydrotesto. Et de nouveau, il y a des médicaments qui coupent ça, mais également comme les phyllostérides, mais il y a aussi des plantes comme le palmilien, prunier d'Afrique, mais également le fenugrec, le zinc et la progestérone également ont un effet anti-d'hydrotesto, un effet anti-œstrogène. Alors, donc je donne que quelques diapos sur chaque hormone, sinon je suis parti pour un cours. Est-ce qu'il y Maintenant, a, est-ce qu'il y a un âge, pardon, est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum plutôt pour donner de la testo et de la DHEA? Par exemple, Martine nous demande si chez un homme de 75 ans, on pourrait commencer à en donner. aucun souci, aucun souci. Il n'est jamais trop tard. C'est comme une femme Hmm. ménopausée. Si à 60, 75 ans, la dame en a marre de bouffer de chaleur, en a marre d'être sèche partout, en a marre de dépérir, on peut lui rendre son THS sans problème. Et cette histoire de dire qu'en rendant un THS tardivement, on décollerait des plaques, on aurait des effets emboligènes, c'est de la foutaise. Et alors, Ah, sur oui, le même sujet, j'ai Didier qui nous dit aussi que, en fait, d'augmenter la testo, ça risque d'augmenter également la DHT et l'alopécie. Et qu'est-ce qu'on peut faire parfait. pour éviter ça? Tout à fait. De doser l'androstenediol gluconique, qui est un métabolite de la DHT. Et s'il est élevé, mais on coupe la 5-alpha. Et on coupe comment? En donnant soit des plantes, soit du zinc, de la Mhm. progestérone, ou bien un médicament qui s'appelle le finastéride. Donc en fait, moi, quand je dose chez un homme une testo, je dose toujours œstrogène, progestérone et androstenediol gluconique, qui est la dihydrotesto. Et même quand je donne la testo, je revérifie un mois après comment il métabolise sa testo que j'ai augmentée. Et puis, si je vois qu'il y a un problème, ben, j'équilibre. Donc, en fait, on ne donne jamais la testo à un homme qui est androposé, qui a des symptômes. Il faut toujours avoir un dosage. Il faut toujours voir les autres hormones à côté, les métabolites et les hormones associées. Alors, oui, vas-y, vas-y. OK. Alors, la dame, de Ah, j'ai dit nouveau. merci. J'ai dit Ah, merci. d'accord, oui, ça va. Alors la dame, évidemment, on n'attend pas qu'elle chauffe, qu'elle fume la dame, qu'elle ait des bouffées de chaleur, c'est trop tard, presque. Donc une ménopause, ça se traite 10 à 15 ans avant la ménopause. Donc, on ne traite pas une Porsche qui a un problème de surchauffe du moteur. Quand ça chauffe, il faut mettre de l'eau et de l'huile avant que ça ne chauffe. Sinon, il y a du dégât irréversible. De nouveau, ces deux dames ici, elles ont à peu près le même âge. De nouveau, vous voyez qu'il y en a une qui est un peu différente par rapport à l'autre. De nouveau, c'est une histoire hormonale. Et je vous jure, c'est une caricature, évidemment, mais je vois ça en consultation toutes les semaines. Des patients qui, au même âge, ont cet aspect-là vraiment différent. Donc, de nouveau, comme pour l'homme, jusqu'à la tombe, il faut optimaliser toute la cascade hormonale, la symphonie hormonale. Euh, Voilà, donc ça, c'est une patiente qui pose une question, mais vous l'aurez dans vos slides quand vous le reverrez. Je ne vais pas passer mon temps là-dessus. Mhm. Des cours, le sujet, je le donne depuis très très longtemps. Ici, c'est un cours que je donnais en 2018 avec Thierry Hertog et Marc Natt, qui est un collègue gynécologue, hormonologue. Pour les médecins dans la salle, s'il y en a qui m'écoutent, ben là, il faut viser des taux d'œstrogène en 7 jours post-ovulation au-dessus de 150 chez la femme et en post-ménopause au-dessus de 90, donc 90, 90, pour éviter l'ostéoporose, la sarcopénie, l'Alzheimer, la perte de cheveux, le poil au menton, etc., etc. Et concernant la progestérone, si votre patiente désire de grossesse, il faut que la progestérone soit à 27 jours post-ovulation. Et pour qu'elle soit en bon état, il faut qu'elle soit au moins à 10-12. Et en post-ménopause, viser au-dessus d'1,5, mais pratiquement, c'est plutôt au-dessus de 3,4 qu'il faut viser en post-ménopause. Alors, de nouveau, on ne traite pas la ménopause n'importe comment. Les oestrogènes, c'est toujours en transcutané, jamais de pilule avalée pour la ménopause, parce qu'il y a des problèmes au niveau des lipides, au niveau du foie également. Et il y a plein de publications là-dessus. Donc, les oestrogènes, il faut qu'ils soient pris en transcutané, jamais en pilule avalée en post-ménopause. Les études sont ici. Alors de nouveau, moi je suis très branché cancer parce que j'ai travaillé en cancéro et donc la première cause de cancer du sein, c'est le manque de progestérone non pris en charge. Donc c'est une pauvre dame qui a 35-40 ans, attrape un syndrome prémenstruel avant les règles, elle a mal au sein, rétention d'eau, de ça, et on ne traite pas sa progestérone. Voilà, c'est un scandale, alors qu'on sait très bien ce que ça a donné 10-20 ans plus tard de ne pas traiter le manque de progestérone. Alors ça peut se faire en phyto, avec du YAM, alchimie, gâtillier par exemple, mais euh, mais les plantes n'ont pas montré d'effet préventif cancer, alors que les hormones naturelles, la production naturelle a montré dans plein d'études un effet préventif cancer.
Alors, t'as encore d'autres études qui montrent la même chose. Et le fait de donner une progestérone naturelle à une femme qui est en manque de progestérone, qui a des symptômes et des taux bas, eh bien, on diminue jusqu'à 24% de cancer du sein en moins en postménopause. C'est quand même pas mal. Donc, ça s'appelle Progébel en Belgique, ça s'appelle Utrogestan en France et en Belgique, ça s'appelle également Dufaston. Donc, c'est des progestérones bioidentiques. Et spectaculaire, ceci. Alors, c'est le cancer, donc ça n'a rien à voir avec le sujet du séminaire, mais je vais vous montrer. On a ici le graphique de gauche d'une dame qui attrape un cancer du sein. Donc, elle a 50-60 ans. Imaginons qu'elle arrive toute sèche à son cancer du sein. Donc, c'est la courbe avec inscription en rouge. Eh bien, ça, ce sont ses chances de survie de son cancer au bout de 10 ans. Par contre, c'est là un traitement œstroprogestatif naturel déjà instauré. Ses chances de survie sont plus élevées. Et tableau de droite, eh bien, on voit qu'au plus longtemps elle le fait, eh bien, au plus elle est protégée. Donc, le traitement hormonal substitutif œstrogène protection naturelle a un effet de moindre gravité du cancer. Il est beaucoup plus gentil, on guérit beaucoup plus. Et ça, il y a plein d'études qui montrent ça. Et donc, il y a encore des médecins qui disent maintenant, ah bien, les hormones donnent le cancer. C'est complètement faux, c'est l'inverse. Alors, là, mais de nouveau, ça demande une formation, hein. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui a pris l'hormono pour bien gérer tout ça. Alors, il y a deux dames que je prends toujours comme exemple. C'est deux dames que j'ai en esthétique il y a quelques années, à une semaine d'intervalle. Il y en a une qui prend l'avion du Sénégal, celle de gauche, et l'autre qui est une grande bruxelloise, c'est la photo de droite. Et la dame de gauche, elle prend l'avion du Sénégal pour venir en esthétique. Elle me dit, docteur Résimon, mon visage est une catastrophe. Je dis, en effet, à 52 ans, c'est pas normal d'être dans cet état-là. Tiens, votre ménopause, madame, et elle me dit, écoutez, on a retiré mes ovaires à l'âge de 42 ans, traitement zéro. Donc, à la française. Et donc la pauvre, elle a perdu 7 cm de hauteur, ostéoporose, elle est sèche de partout, sa vie est un enfer. Celle de droite, elle pète la forme, elle fait du sport. Je sais qu'elle s'en va en l'air parce que j'ai sympathisé avec eux deux, ils m'ont déjà invité au resto. Et donc elle a une vie heureuse. Celle de gauche, elle est un peu plus... Ouais. Donc simplement, une non prise en charge de la ménopause, vous voyez ce que ça donne. Celle de 52 ans à gauche, celle de 67 ans à droite, il n'y a pas photo. De nouveau, comme elle vient d'esthétique, je parle un peu d'hormones, mais celle de droite est déjà traitée, pas celle de gauche. Et je la revois chez son gynéco à Dakar. Elle est partie 2 jours après. Et à 6 mois après, elle m'envoie un mail en me disant, écoutez, catastrophe, je suis redevenu comme avant. Le gynéco a refusé la prise en charge. Et donc, en gros, quand elle est sortie de mon cabinet, elle était photo de droite. Malheureusement, 6 mois après, tout avait disparu. Celle de l'autre, je remplis son visage acide hyaluronique 1 an après, ça n'a pas bougé parce que les hormones font qu'on a un entretien de la resynthèse du collagène, fibrillastique, etc. Et donc, les symptômes de manque d'œstrogène de niveau esthétique, c'est la peau sèche, la perte de cheveux, le poil au menton, les rides péribicales, la chute des seins, perte de masse musculaire, prise de poids, gain de masse grasse. Donc, je dis toujours que une ménopause non prise en charge, c'est en moyenne entre 5 et 35 kilos de gras en plus, entre les 35-40 ans et les 60 ans. Alors, de nouveau, comment est-ce qu'on peut traiter un manque d'œstrogène? Ben, on peut le traiter en phyto. Par exemple, on a mis au point dans l'équipe le Stroboost qui contient de la sauge, etc. Mais on peut aussi le prendre en charge en hormones naturelles, ce qui est beaucoup plus efficace, évidemment. Donc, en gros, moi, je suis pour la phyto avant la ménopause, mais après la ménopause, oubliez, ce n'est pas suffisant. Ok, au niveau de la progestérone, on a mis au point le Progest Boost, donc, qui contient le lien alchimique gâtillier. Et on peut aussi traiter en hormonaux. Moi, je conseille l'hormonaux parce que l'hormonaux a un effet préventif cancer que n'a pas la phyto. Voilà. Ça va? Avant que tu ne passes au chapitre suivant, Ouais, ouais, dis-moi. Laurent qui nous pose la question, quel taux de DHEA et de testo visé pour un homme après 60 ans? Ça dépend du poids de sa taille. En grand DHA, on vise au-dessus de 350-400 jusqu'à la tombe. Maintenant, si un homme de 80 ans est à 350, je ne m'énerve pas, hein, je laisse là. Une femme, on vise au-dessus de 280-300. La DHEA. Et là, au niveau de la testo, ben, imaginons qu'on a un homme de 80. Alors, je vais prendre mon exemple. Je fais 82 kilos et je fais 1m73. Mhm. Eh bien, ma testo devrait être au-dessus de 8000. Mais moi, je me sens mieux quand je suis à 9000 ou 10 000. Donc, je me mets à 9 000, 10 000. Donc, il faut. Voilà. Parce que le nombre de récepteurs au niveau des cellules, Mhm. on ne sait pas mesurer ça. Par contre, si quelqu'un, et j'ai eu le cas hier, j'ai un monsieur qui venait de très loin. Il avait un énorme vent de buveur de bière. Ça le désespérait. Il venait pour ça. Il dit, je veux perdre ce truc parce que j'ose plus me regarder dans le miroir. Et il avait 1,70 m, donc un peu plus petit que moi, 3 cm. Et il faisait 84 kilos, donc 2 kilos en plus que moi. Eh bien, donc en gros, c'est le même poids, la même taille, mais pas du tout le même compo corporel. Et donc, il devrait être aussi au-dessus du 1000 que moi, même s'il pèse plus. Donc, Mhm.
Maintenant, si on a un homme qui fait 1,60 m et 140 kilos parce qu'il est gras, ben je vise un taux de testo au-dessus de 7 000, par exemple, 6 000 7 000. Mhm, Alors, il faut savoir que les hommes en gras, ils transforment le testo en oestrogène. Donc, sont potentiellement des aromatiseurs. Et il faut être très vigilant à ce qu'on leur donne. On dit toujours qu'un homme gras, on peut le faire devenir une femme en lui donnant de la testostérone. mhm, Alors, on va parler maintenant des hormones féminines. Vous savez que la durée de vie a monté et s'est accrue, parce qu'on est passé de 46 ans il y a 150 ans à 80-90 ans actuellement. Donc il y a un prof à Anvers, professeur Dupiper, qui écrit pas mal d'articles sur le sujet, qui dit, dans quelques millénaires, probablement que les ovaires mourront vers 90 ans, mais pour l'instant, ils meurent vers 45-55 ans. Donc on a comme devoir d'aider nos patientes en déficit hormonal pour ne pas qu'ils aient la déglingue, AVC, Alzheimer et autres. Et donc, de nouveau, bah, j'adore cette bagnole. Oui, pardon, ça, je l'ai déjà fait, désolé. Désolé. Là, oui, voilà. Oui, le chapitre. ok, j'y suis. Alors, l'hormone de croissance, elle sert à grandir les gosses et réparer les adultes. Mais il faut savoir qu'un adulte qui perd son hormone de croissance, il va perdre sa masse musculaire, ça va faire floppy floppy. Également, il va avoir un relâchement cutané, il va perdre la masse musculaire du visage, le visage va fondre comme de la cire, on va lui mettre des fils tenseurs, etc., poche sous les yeux, etc. Donc en fait, esthétiquement, ça se voit. Euh, euh, Également, souvent, mais pas toujours, ces personnes-là qui manquent d'hormones de croissance à l'âge adulte, ils perdent l'appétit pour la viande. Donc ils disent que la viande, ça les dégoûte, pas parce qu'on tue le bestial, les bestiaux, mais parce que ils ont des goûts intrinsèques, c'est un signe typiquement de manque de croissance. Aussi, ce sont des gens qui doivent dormir plus. Avant, ils récupéraient en 6-7 heures, maintenant, il leur faut 10, 12, 15 heures pour récupérer le sommeil non récupérateur. Ils ont l'impression de partir en sucette, hein. Ils ont l'impression de se déglinguer tous les jours et de perdre des morceaux de soi. Et ils sont fatigués, non performants, et ils sont, point de vue du stress, ils ne supportent plus le stress, ils ne sont pas zen par rapport au stress. Et physiquement, quand on les voit, ben, ils ont tendance à avoir ce genre de choses, relâchement de la peau, un visage qui fond, il y a des traits qui se marquent. Donc ça, c'est un peu un physique des hormones de croissance. Mm. Les femmes ressemblent un peu à ça. Alors de nouveau, comment est-ce qu'on a fait monter l'hormone de croissance? On jeûne le soir, on fait l'exercice physique tous les jours, on monte la vitamine D, le magnésium, potassium, zinc, fer, vitamine B3, on donne du GABA s'il en manque, on donne des protéines à chaque repas, on optimise la DHA, oestrogène, testo. Donc ce sont les boosters naturels de l'hormone de croissance, dans lesquels on trouve également la glutamine, la glycine et l'ornithine, arginine, citrulline. Et donc rien qu'en faisant ça, je dirais 4 fois sur 5, l'hormone de croissance se normalise, sans devoir en donner. Mhm, Donc voilà, comment on la booste. Alors, aussi, l'exercice physique booste l'hormone de croissance. Un bon sommeil, la mélatine la booste également, mais également euh, le magnésium, le zinc, le potassium. Donc s'ils sont bas, il faut les optimaliser pour que l'hormone de croissance monte. Voilà, ça c'est les publications en rapport à ce que je viens de dire. Donc c'est publié, hein, donc tout ça, il y a des publications là-dessus. Euh, les protéines augmentent l'hormone de croissance. Tout ce qui est dérivé B3, niacine, nicotinamide, PP, nicotinamide, riboside, qui maintenant existe en Europe, on l'a dans notre gamme d'ailleurs. On n'a pas que la nicotinamide, on a une riboside qui est bien plus efficace. Et un collègue comme Curté l'attendait depuis une vingtaine d'années. Il est arrivé, on l'a. La créatine également augmente l'hormone de croissance. Euh, Ornithine, arginine, citrulline fait partie des boosters d'hormones de croissance, des quantités assez importantes. La vitamine D est un Je booster. reviens, Dis-moi. Ouais. je reviens sur la créatine. On en entend beaucoup Ouais. parler. Et Christelle, Ouais. justement, nous demande ce que tu en penses pour la ménopause et la post-ménopause. Alors, j'en parlais déjà dans une conférence que je donnais à Paris il y a une trentaine d'années. C'était, Mhm, comment ça s'appelle encore allez, c'était à l'université à Paris, Paris Descartes, où je parlais de la ouais, longévité et de l'exercice physique. Et bien, je parlais déjà de la créate à l'époque. Et donc, c'est un effet vraiment génial. Mais pris isolément, la créate n'est pas très efficace. Il faut qu'elle soit associée à plein d'autres choses. Et là, je vais lever un mhm, petit secret, c'est qu'on est en train de développer dans l'équipe une gamme sport dans laquelle la créate sera là, mais pas que. Elle sera associée à plein d'autres molécules
qui fait qu'elle aura un effet vraiment très important. Mais on peut prendre, dose habituelle, c'est 4-5 grammes, on peut aller jusqu'à 20-30 grammes, mais habituellement 4-5 grammes. Et ça vraiment, ça amène de l'énergie, c'est clair et net. Et ça aide également à garder la masse musculaire. Mhm. Alors, vitamine Alors D, t'en prends? Oui, moi. quand tu dis effectivement, et j'arrête de te couper après, c'est promis, mais quand Oui, tu dis effectivement que vous êtes en train de travailler avec l'équipe ouais, justement sur une gamme sport, pour rappel, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, tu fais partie de l'équipe scientifique de ouais, ouais, Nutrilogix. tout à fait. Et c'est vrai on ne l'a pas dit et ça coule de source pour nous, mais voilà, Ouais, comme ouais, ça vous le savez. oui. On bosse, c'est génial, on fait une équipe extraordinaire avec Chris Boyer, avec Amine Gasmi, avec Lionel. Enfin, c'est vraiment, c'est un bonheur de travailler Lionel, Valérie Abran, ouais. avec Gabran, ouais, tout à fait. Mais on prend parfois ponctuellement des gens, d'autres personnes qui sont spécialisées, comme Aurélien Nunez pour la gamme parasite. Yanel Abigail, on travaille énormément avec elle pour la gamme hormonaux. Donc on Ah, teste. répète son nom correctement. Benaël Benayoun Beguil. Abeguilé. Voilà. Donc on prend des gens très pointus dans leur domaine pour nous aider à concevoir des trucs hors normes, en fait. Voilà. Hmm. Et arrête de tout de ma gueule, toi. Jamais, jamais. Voilà. Donc la vitamine D basse fait que l'hormone de croissance va être basse, donc il faut en donner. Euh, voilà. Le cortisol, alors cette hormone que tout le monde déteste, ben, esthétiquement, quand elle est trop bonne en inflammation, on a une conjonctivite, on a des cernes brunes, on a des taches pigmentées sur la peau. Enfin, voilà, il y a plein de conséquences esthétiques. Euh, donc le cortisol donne voilà, quelques petites images de problèmes liés au manque de cortisol. Un excès de cortisol est très très mauvais aussi. Hein, c'est la maladie de Cushing par exemple. On est rouge, on est écarlate, on est gonflé, rétention d'eau, on accumule du gras au niveau du ventre, au niveau du cou, etc. Donc trop c'est pas bien, trop peu c'est pas bien. Et on va attaquer un organe que je connais un petit peu, qui est la thyroïde. Alors la thyroïde, oui, attendez, ici voilà, j'ouvre. Voilà. Chef d'orchestre, donc en gros, quand elle va pas, il n'y a rien qui va. Donc rapidement, quand on a une hypothyroïdie, on a un mix d'inflation, on peut avoir des rétentions d'eau sous les yeux le matin, on peut avoir également des doigts gonflés, on ne sait pas plier le doigt le matin, on peut avoir également perte de cheveux, les cheveux sont fragiles, sécheresse de la peau, surtout au niveau des talons, coudes, tibia, il y a plein d'autres symptômes évidemment. Cette thyroïde, comment est-ce qu'on peut la faire revivre en donnant les nutriments dont elle a besoin? Il y a toute une liste dont je te parlais. On peut également donner des extraits thyroïdiens. Mais également, on peut, dans les cas de grosse hypothyroïdie, donner des hormones T3 plus T4, jamais T4 seul. Alors ça, c'est une image que j'aime beaucoup. Hein, ce médecin qui connaît pas bien sa médecine, il dit, Madame, votre prise de sang est bonne, tout va bien. Moi, je trouve que la patiente, elle ne va pas très bien, mais soit. Ça, c'est le genre de patiente hypothyroïdienne que je vois en consultation. J'en ai une tout à l'heure, une petite jeune de 22 ans tout à l'heure qui était comme ça, habillée chaudement. J'ai dit, vous êtes frileuse? Elle me dit non. J'ai dit, bah, écoutez, moi je crois que oui. Voilà. Et donc, tous les patients traités par lévothyrox, euthyrox, L-thyroxine, T-CAPS, malheureusement, attendez, je change ça ici. Hop. Voilà, j'ai fait une petite faute d'orthographe. Eh bien, malheureusement, ils vont pas bien. Et beaucoup de médecins se foutent de leurs symptômes. Ils ne voient que la prise de sang. Et si la TSH est bonne, ils disent, tout va bien. Alors, ça, c'est un faciès d'hypothyroïdien. Il y a une rétention d'eau. Il est bouffi, le monsieur. Euh, ça, c'est une de mes patientes qui m'a envoyé spontanément il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années. Elle me dit, écoutez, génial, il y a 15 jours, c'était moi photo de gauche. Maintenant, c'est moi photo de droite le matin. Donc, en fait, c'est une rétention d'eau, le myxodème facial lié à une hypothyroïdie. Et cette patiente était traitée depuis des années par T4 en étant frileuse, trop grosse, dépressive. Enfin, elle avait tous les symptômes. Son médecin traitant était très content parce que sa prise de sang était bonne. Alors, maintenant, je vais parler un peu d'esthétique pure. On y va. Euh, alors, donc, en 1500, les canons de la beauté, c'était celle de gauche. Maintenant, c'est plutôt celle de droite. Moi, je suis pas très pour, mais on voit ce genre de truc tous les jours. Euh, alors, je vais parler du Botox. Alors, moi, je suis botoxé, donc c'est pour ça que je suis pas ridé. Je fais ça depuis 30 ans. Et donc, un Botox donne une disparition des rides du front. Alors, c'est pas une patiente, mais c'est ce qu'on voit. Le Botox peut servir également à éviter l'hyperhidrose axillaire. Ce sont des gens qui transpirent excessivement au niveau des aisselles. On les Botox au niveau des aisselles, et puis pendant 6 mois, 2 ans, ils sont débarrassés de leurs problèmes. Ça, c'est un pote qui vient me voir pour son Botox, et puis il me dit, tiens, Steph, tu ferais pas quelque chose dans mon visage? Puis je dis, écoute, je ne donnerai pas son prénom, évidemment, je peux pas. Tu as un cerne donc, sous les yeux, il a un triangle ici. Et donc, j'ai rempli son cerne avec l'acide hyaluronique. Vous voyez la différence avant et après.
On le voit surtout sur les photos de droite. Donc, cet acide Mhm. hyaluronique est un volumateur. Combien de temps ça dure? Ben, il est bien en hormonaux, ça va peut-être durer 2 3 ans avant de devoir en remettre. Et s'il déficit en DHA testo, on va devoir en remettre 6 mois après. Cette dame, c'est une patiente aussi. Elle vient me voir à gauche et à droite, il y a encore les petites traces de piqûre sur la joue. Elle est comme ça, 20 minutes après, super contente. Elle avait l'air triste et fatiguée avant. Eh ben, elle est souriante et plus en forme à droite. Donc j'ai seulement redonné du volume. J'ai traité le sol de l'acide hyaluronique en sous-cutané. Et tout le visage, il remonte en fait. Parce que le visage s'affaisse avec l'âge. Et si on remet du volume là, il y a tout qui remonte. Et ça, c'est un peu ma science depuis 80 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour l'esthétique. Donc vous le voyez avant et vous le voyez après. Donc tout simplement, volumisation mythe par acide hyaluronique réticulaire. Il y a plein de marques différentes, hein. Cette dame également, vous voyez, la joue, j'ai fait un nappage, donc avec une canule sur la peau, avec du radier, ce qui est aussi apatite. Et le point d'entrée, vous l'avez en bas, tout en bas, le point rouge. C'est par là que j'ai mis le produit. Combien de temps ça tient? 2 3 ans. Ici, ce sont des lèvres. Vous voyez, la lèvre, pas mal, mais c'est un peu plat au niveau de la lèvre supérieure. Donc, j'ai mis un contour de lèvre pour avoir une lèvre plus marquée. Si c'est une collègue gastro, qui est très joli. J'ai fait ses plis nasogéniens ici, et j'ai fait également le tour de sa lèvre. Donc, vous voyez la différence avant-après. Ici, c'est une autre patiente. J'ai simplement remis du volume sous les yeux. Et vous voyez, tout le visage est remonté. Ça, c'est une collègue également. J'ai mis un peu de botox dans son menton et j'ai fait un nappage donc pour un lifting hydroxyapatite. Ça dure pour faire ça. Ça dure une petite demi-heure pour faire ça. Ici, c'est un laser fractionné. Bon, je ne l'ai plus, je ne le fais plus, mais c'est pour montrer qu'on peut améliorer la peau en faisant un peeling au laser. Mais on peut le faire aussi en chimique. Il y a également des techniques maintenant de radiofréquence en sous-cutané. Donc, la radiofréquence se faisait par des sondes qu'on posait sur la peau. Maintenant, on peut faire mettre une sonde sous la peau. Et vous voyez, ça s'appelle FaceTite. Et vous voyez le résultat au niveau du relâchement sous-mentonnier. C'est spectaculaire, avant et après. Et la même technique au niveau du ventre, ça s'appelle le body tight. Vous voyez, avant et après. Ici, ce sont des patientes à moi, sauf une, deux, mais pas, une des trois n'est pas à moi, qui consultaient pour des problèmes de nez bouché, d'apnée du sommeil. Et on a avancé les deux mâchoires, une bimaxillaire d'Alpont-le-Fort, et vous voyez que on commence à rajeunir le visage. Donc, ce sont des patients qui ont des mâchoires trop petites, en fait. Il y a tout qui pendouille, mais le problème, c'est que la langue est trop en arrière, et quand elles sont sur le dos, elles font des apnées du sommeil. Donc, en fait, au lieu de mettre une CPAP sur le visage, un alien pour dormir, Mhm. elles vont avancer les deux mâchoires, problème résolu. Et qu'est-ce qui fait que ces patients ont des mâchoires si courtes? Eh ben, c'est le fait de laisser un gosse respirer bouche ouverte. Donc, quand un gosse respire bouche ouverte, il faut aller le montrer à un ORL tout de suite pour le dégager. Il faut le libérer de ses végétations amygdales. Sinon, plus tard, il aura des mâchoires trop courtes, on devra casser les os et on devra tout refaire. Euh, alors, je parlais un peu du PRP. Le PRP, c'est quoi? Ben, ce sont des facteurs de croissance plaquettaires. Donc, en gros, dans les plaquettes du sang, il y a des facteurs de croissance qu'on va capter en retirant du sang, en le centrifugeant et en captant le surnageant qui est le PRP. Et ça sert à... On peut le faire à l'aiguille, on peut le faire avec un pistolet injecteur. Et en fait, ça régénère, ça fait que la peau va être nourrie, mais aussi le cuir chevelu. Donc, ça, il y a deux indications. C'est le rajeunissement de la peau de visage, mais également l'alopécie. Voilà. Et donc, on fait des micro-lésions avec ces facteurs de croissance donc on injecte dans l'aiguille et ça fait ça donne vraiment un restart de la production de collagène, d'acide hyaluronique, etc. Donc, c'est naturel, c'est pas un produit extérieur et donc il n'y a pas de réaction allergique. Voilà. Euh, ça, c'est le mode d'action, je passe. Voici, c'est un exemple de PRP, vous voyez, avant et après. Au niveau de l'alopécie, donc PRP, donc avant-après, donc ça marche pas mal. Également ici. Et ici, c'est PRP plus peeling. Donc, peeling chimique, on a fait que la peau est desquamée. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a plusieurs techniques, beaucoup de substances qu'on va utiliser. Les fils tenseurs, alors j'en mets de temps en temps. Je suis un peu déçu des résultats, mais il y a des résultats qui sont très bons. Ce sont des fils résorbables qu'on met sous la peau pour en fait relever le visage. C'est une alternative très légère au peeling. Mais évidemment, les gros lâchements du visage, pardon, le lift, pardon, le lift, c'est une alternative au lift, mais il faut vraiment que ce soit très peu détendu pour avoir un résultat. Alors, on parle de plus en plus du nanofat. On prend des petits îlots de graisse pour les réjecter parce que dedans, il y a des cellules souches. C'est pas très, voilà, c'est de nouveau, c'est une mode, mais on est très déçu des résultats. Donc, à mon avis, c'est pas quelque chose qui va durer.
En conclusion, le vieillissement, ben, il va nous arriver chez tous. Il vaut mieux le retarder le plus possible, mais le retarder intelligemment. Faire de la cosmétique, c'est bien, mais c'est largement suffisant. Il y a intérêt à ce que la santé suive la cosmétique. Et cette dame, elle aurait bien fait de consulter plus tôt. Elle a 42 ans, elle fête ses 42 ans. Elle aurait dû consulter il y a déjà un bout de temps. Alors, je te laisse présenter les produits. Tu veux que je le fasse? Je t'entends pas. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Tu as coupé le son. Voilà, j'étais en train de parler dans le vide. Avant que tu ne passes au produit, il y a Vanessa qui nous demande justement, est-ce qu'il est possible d'atteindre un bon résultat avec de l'acide hyaluronique en péros? Et Alors, bon appétit. merci, ça m'a fait de chocolat parce que je me suis dépensé, je Oui, suis un peu de peau là. je En fait, comprends. l'acide hyaluronique, c'est une grosse molécule. Le collagène également, c'est une protéine d'acide aminé. En gros, il ne faut pas croire qu'en mangeant ça, ça va aller se placer là où il faut. Pas du tout. Ça va être Mhm. détruit par des enzymes digestives qui morceaux d'acide aminé ou en peptides. Et puis ça va passer dans le sang. Et puis ça va aller éventuellement se reconstituer là où il faut. Donc en fait, vous ne croyez surtout pas qu'en prenant 10 grammes de collagène le soir, vous allez être plus joli du visage. Ça va aider la peau à capter les molécules pour refaire du collagène, mais c'est pas. Voilà. Mais ça sert. Moi, je le précise souvent, c'est une patiente en post-traitement esthétique. Je dis, écoutez, moi, je vous conseille de prendre du collagène, éventuellement mélanger à l'acide hyaluronique. Il y a des préparations maintenant où il y a les deux dedans. Et ici, par exemple, le collagène intense, on a mis dedans du collagène, de la glycine, de la proline. On a mis des ciprolline, la membrane d'œuf ovomètre, qui a un effet au niveau articulaire, inflammation articulaire, vitamine C. Et donc, voilà, c'est un truc qui marche très bien. Ouais, vas-y. Et donc, Oui, voilà. Donc, simplement, compliqué, mais justement c'est bien, sur ce c'est bien produit. avant. Ouais, vas-y. Ouais, Alors, sur vas-y. ce produit hein, que je te laisse présenter parce que tu feras bien mieux que moi, mais juste vous remarquerez hein, le petit logo Clean Label qui est très important sur le dessus et toujours donc effectivement on va chercher les sources de nos matières premières, c'est vraiment quelque chose d'important chez nous. Alors pour ceux qui connaissent un peu, on va apporter aussi beaucoup d'importance sur le taux vibratoire de nos matières premières. Voilà, là je ferme la parenthèse parce que c'est un peu plus spécifique. Et également, on travaille toujours avec des produits et des compos que vous créez vous-même, en fait, hein, avec l'équipe scientifique, qui se trouve toujours sans excipients néfastes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important chez nous. Et voilà, et je te laisse continuer là-dessus, Stéphane. Ok, je passe au suivant. Skin Active, tu en parles, j'en parle? Je te laisse en parler. Donc, c'est un produit qu'on a mis au point pour améliorer la qualité de la peau. Et donc, on a mis là-dedans de la mélanine. C'est une substance dérivée de la laine qui va colorer la peau. Donc, la peau va être plus mate, plus jolie. Mais également du bambou, de la vitamine C, parce que dans le bambou, il y a de la silice. Également des Mhm. antioxydants comme l'écorce de pin, extrait de pépins de raisin également, qui sont des OPC. On a mis du zinc, du céramoside également. Le céramoside va faire que la peau va être plus humide en fait. Donc on a mis pas mal de trucs. Et voilà, donc en esthétique, on propose ça. Alors également, dans tous les produits dont j'ai parlé, vitamine C, vitamine A, vitamine D, ben, j'ai un peu Mhm. présenté ici la gamme qu'on a dans le domaine. Donc, comme l'acide phénolipique, le phénol actif, le global antiox, ça. Donc, ce sont des produits qui ont un intérêt dans l'esthétique. En niveau donc phyto-hormonaux, le Stroboost, donc, qui contient houblon et sauge, très intéressant. C'est un effet œstrogène-like, mais de nouveau, ça a ses limites. La phyto, c'est bien, mais après la ménopause, ça devient quand même insuffisant. Le projet Boost, j'en ai déjà parlé. On a également le Shilajit, qui est un extrait d'un humus de haute altitude dans l'Himalaya et qui a un effet androgénique. Donc en gros, on voit vraiment que les femmes qui prennent du Shilajit, elles ont la DHA, la testo qui monte. Les hommes aussi, mais moins. Également, le Shilajit a un effet de chélation. Il retire les métaux lourds du corps, mais qui retire également le graphène. Donc pour ceux qui ont la mauvaise idée d'essayer de se suicider avec le vaccin Covid, eh bien, il y a du graphène dans le vaccin Covid et le Chili va essayer va retirer ce graphène. Et il a également un intérêt dans l'Alzheimer, la neurodégénérescence.
Les Alzheimer sont améliorés par le Shilajit. Donc, c'est vraiment un produit magique que j'utilise depuis des années. Il n'y a pas que nous qui le faisons, Nature Méditerranée le fait également et d'autres labos. L'Androboost, donc c'est pour donc ça simule les androgènes chez l'homme et chez la femme. Donc dedans, on a mis fenugrec, maca, cordyceps, tribulus, etc. Et également, un produit intéressant, c'est le Testo Boost, qui est encore plus puissant que l'Androboost, dans lequel on a mis du Tesnor, on a mis de l'ashwagandha, borate, le bore, un effet androgénique majeur. Mais également, le bore augmente la masse osseuse également. Il a un effet de récalcification des os. Et également, un produit, donc Androboost, c'est plutôt pour la femme, je dirais. Testo Boost, c'est plutôt pour l'homme, mais certains thérapeutes mettent les deux à la fois. Et également, on a comme le 5-alpha qui empêche que la testo devienne trop d'hydrotestostérone. Donc, on peut le faire, couper ça en allopathie, mais on peut le faire en phyto également. Et donc, on a mis du palmier nain, racine ortie dedans. Et ça a un effet vraiment spectaculaire au niveau de l'excès de d'hydrotestostérone qui peut donner de l'alopécie, de l'acné et autres. Voilà, voilà. Alors, justement, Marie-Christine Marie-Christelle, pardon, nous demande Ouais. si on a des résultats du skin active sur le vitiligo. À ma connaissance, non, mais peut-être que toi, sur le Non. vitiligo, Non. Alors, avec le skin active. le vitiligo, malheureusement, est une maladie auto-immune, en fait. Et donc, en fait, il faut gérer le Mhm, vitiligo comme on gère une maladie auto-immune, mais sachant que, malheureusement, la destruction des mélanocytes, malheureusement, elle est irréversible. Alors, il faut voir un vitiligo très, très tôt. Pourquoi est-ce qu'on fait une maladie auto-immune? Ben, il y a un terrain génétique, mais il y a aussi un terrain, il y a aussi des causes. Les causes, c'est le manque de cortisol, l'immunité déséquilibrée, on fait plus d'auto-anticorps, c'est le manque de vitamine D, c'est jusqu'à 20 fois plus de risques, et c'est également la dysbiose intestinale. Donc en gros, dans toutes les maladies que ce soit le vitiligo, la polyarthrite, la Hashimoto ou autre, il faut toujours gérer l'intestin, le cortisol, la vitamine D pour essayer de stopper la maladie et de ne pas en faire une deuxième ou une troisième. Et malheureusement, je n'ai pas de traitement qui permet recolorer la peau de façon spectaculaire. Mais on n'a pas encore assez de recul avec cette spécialité. mhm. Je vais passer aux quelques questions. Avant de passer aux quelques questions, bah, vous le savez, hein, si vous avez besoin de renseignements sur Nutrilogique, si vous voulez travailler avec nous, si vous êtes déjà thérapeute et que vous travaillez déjà avec nous et qu'il vous manque quoi que ce soit comme document, comme information, vous n'hésitez pas à nous revenir. Soit vous trouverez mon nom, en tapant mon nom, vous trouverez très facilement, ou vous allez sur la boîte info@nutrilogix.com et mes collègues se feront un plaisir soit de vous rediriger vers moi, soit de vous répondre directement. Alors, je vais passer aux quelques questions en recommençant par le début, sachant qu'on en a déjà posé quelques-unes, donc je t'ai interrompu à pas mal de reprises, mais merci d'avoir pris la patience d'y répondre. Et Valentin nous demande, face à une insuffisance rénale, qu'est-ce que tu penses des protéines et si tu en mets dans quelle quantité? Alors, les reins, c'est quelque chose de très particulier. On n'en a que deux. Et malheureusement, quand ils sont bousillés, c'est foutu. Donc, en gros, moi, quand j'ai des problèmes, je suspecte une essence rénale chez quelqu'un, je l'envoie tout de suite chez le néphrologue. Je ne joue pas avec ça. Hmm. Vraiment, c'est parce que si on traîne de trop, on peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, moi, une essence rénale, c'est néphrologue et je ne m'occupe plus de rien parce que j'ai pas assez de compétences que pour gérer ça. Maintenant, c'est clair que la Mhm. restriction en protéines va être instaurée par le néphrologue, mais pas une restriction idiote. Mais c'est très pointu et il faut pas toucher à ça. Vraiment. Euh, Véronique, mais je pense que c'était dans la première partie, Véronique qui nous demandait, une fois que tous les symptômes du vieillissement sont constatés, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour essayer de réagir? Mais il n'est jamais trop tard, on peut limiter les dégâts, mais Hmm, c'est vrai qu'il faut pas se laisser aller trop longtemps, quoi. Voilà, il faut agir vite et je dirais actuellement, on est plutôt préventif. Donc en gros, moi, j'attends pas qu'un patient ait un mhm, cancer du côlon. J'envoie coloscopie avant. Donc en gros, tous mes patients de plus de 40 ans, surtout s'il y a eu un papa, une maman, enfin, ou quelqu'un dans la famille ils ont une coloscopie d'office. Je vais pas attendre qu'il y ait un cancer du côlon généralisé. Donc c'est la même chose pour la ménopause. Si on ne traite pas tout de suite, malheureusement, c'est ostéoporose, sarcopénie, perte neuronale, Alzheimer, c'est plus de cancer du sein, donc il faut agir vite. Et il faut savoir passer la main, c'est-à-dire que le problème, c'est que dans les thérapeutes,
Donc, il y a des médecins, des non-médecins. Et je veux dire, Mhm. le médecin a à sa disposition des instruments qui sont vachement efficaces, qui sont les hormones naturelles. Et donc, si vous avez en phyto, vous n'y arrivez pas, passez la main, ne persistez pas. Ok. Est-ce que je peux te demander d'arrêter ton partage d'écran, comme ça les gens nous verront tous les deux, ce sera peut-être plus Ok, sympa ça pour va. eux, plus simple, Ok. si tu y arrives. Un, 2. Et pendant ce temps-là, aussi, Didier nous demande si l'IGF-1 ne serait pas obésogène. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. C'est le messager de l'hormone de croissance sécrété par le foie. Arrêtez le partage. Ouais, j'ai trouvé. Ok, Hmm, j'y merci. suis. Non, non, l'IGF-1 n'est pas obésogène. Non, non. Non, pas Alors du moi, tout. j'ai jamais d'IGF-1 seul, donc c'est l'incrélex, hein, l'IGF-1. J'ai des collègues connus qui le prescrivent, mais moi, je me méfie très fort de ce truc. J'ai jamais senti l'IGF-1. Donc, j'ai jamais osé le prescrire à mes patients. Moi, quand je prescris l'hormone de croissance, c'est l'hormone de croissance vrai que je prescris. Et Mhm. moi-même, je fais l'hormone de croissance depuis plus de 20 ans. Et, mais l'incrélex, j'ai peur de ce truc. Je sais pas pourquoi, j'ai une appréhension. Kevin qui nous demande quelles seraient les indications ou les symptômes qui pourraient amener à doser la progestérone chez un homme Ouais. et quelle valeur santé espérer. Excellentissime question, génial. Donc en gros, ce qui fait aussi devoir doser la progestérone chez l'homme, c'est le fait d'avoir un estradiol élevé et surtout d'avoir un manque de Mhm, GABA. Donc le gars qui est stressé, énervé, ne sait pas se détendre, il rumine toute la nuit, il pense qu'à ce qui va pas. Comme une femme qui a passé de progestérone, c'est la même chose. Et si la progestérone est à moins je dirais de 1,2, à ce moment-là, il a intérêt à en prendre parce que son GABA va monter, il va être cool, relax. Et elle va avoir un effet diurétique également. Et également, la progestérone a un effet protecteur au niveau du cancer du sein. Pardon, de la prostate, pardon, la prostate. mhm. Puisqu'elle a un effet anti-œstrogène. La prostate, elle n'aime pas les oestrogènes. Ouais. Ok. Marie-Christelle qui nous demande si une asymétrie du visage prononcée avec l'âge a un lien, pourrait avoir un lien quelconque avec un déséquilibre hormonal. Non, c'est-à-dire qu'on n'est jamais symétrique, hein. On n'a jamais les deux mêmes côtés Mhm, de la narine, le même, bon, il y a des choix symétriques. Alors, c'est vrai qu'avec l'âge, on a des parties du visage qui se squelettisent. Donc, en gros, le tissu mou, le gras, le tissu musculaire part et on voit de plus en plus les asymétries avec l'âge. Et donc également, on peut perdre de la masse musculaire dans le visage, qui a un visage qui change de forme, simplement parce qu'on ne mâche plus. Le fait de mâcher des aliments durs fait qu'on a des masséters, on a les muscles qui travaillent, et quand on ne fait que boire des trucs ou manger des trucs mous, hein, ben, qu'est-ce qui se passe? On perd la masse ici, on a un visage qui a tendance à un peu à tomber. Mais voilà. mhm. Est-ce qu'il y a des contre-indications en cas de migraine avec aura pour la prise d'oestrogène et de DHEA? Alors en gros, la vraie migraine, il y a, il y a que quatre causes possibles. Soit une T3 trop basse, hypothyroïdie, soit un manque de magnésium, soit une mauvaise flore intestinale. Et la quatrième cause, c'est le manque de progestérone. Donc en gros, les femmes actuellement, comme vous le savez, on a un énorme problème. Ça s'appelle les perturbateurs endocriniens oestrogène-like. Et donc Mhm, on a des petites jeunes filles ou des dames d'âge moyen qui ont des signes de trop d'oestrogène par rapport à la progestérone. Donc elles attrapent des gros seins. Elles ont un syndrome prémenstruel. Donc elles ont des règles abondantes, douloureuses. Elle change de caractère avant les règles parce que la progestérone est trop basse, manque de GABA. Et le problème est accentué par toutes les substances œstrogènes-like qu'on avale, qu'on boit. Et on a en deuxième partie de cycle, donc avant les règles, le manque de progestérone fait qu'on a une rétention d'eau. La progestérone est diurétique, comme la T3, comme le magnésium. Et quand on a de l'eau qui reste au niveau du scalp et au niveau du crâne, en fait, il y a une pression, ça peut déclencher soit des céphalées, soit des migraines. Ça s'appelle les migraines cataméniales. On leur file la progestérone et le mois d'après, ils n'ont plus rien. ok. Ah ouais, donc c'est intéressant. Ouais. Et Ouais. une dernière question, que penser de la crème Yam? Est-ce que c'est intéressant ou insuffisant? Oui, oui, moi j'adore le yam, j'en pratique depuis des années, même avant que Nutrilogique l'ait. Voilà. Et donc, ça va dans le projet Boost, on a dit yam, alchimie gâtillier, mais le yam est un truc génial parce qu'elle a un effet, à la fois un effet progestérone-like, donc, mais elle a un effet également légèrement estrogénique. Et donc, s'il y avait une plante à donner seule, une seule plante en cas de préménopause, ben, ce serait le yam. Moi, je trouve qu'elle est très intéressante.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, Steph. C'est comme d'habitude très clair et très complet. Euh, je vous remercie tous d'avoir été là et je voudrais aussi faire un petit merci spécial à toute l'équipe Nutrilogix sans qui ces organisations, nous c'est facile, c'est presque facile parce que on est devant l'écran, en tout cas pour ma part, je suis devant l'écran et il n'y a rien de plus facile, mais si derrière il n'y avait pas un boulot au niveau de la communication, vous ne Mhm. seriez pas averti de tout ça et c'est eux demain qui feront probablement le mail que vous allez recevoir pour pouvoir voir le replay. Donc, je voulais simplement les remercier et vous remercier également d'avoir été là ce soir, très nombreux jusque maintenant. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Salut Stéphane, merci, à bientôt. Bon, tout le monde, merci beaucoup. Au revoir.